Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, pour l'appui citoyen. Merci, merci, de votre Alter Radio. Et un grand entretien ce matin pour décentrer les regards. Il y a évidemment ce qui se joue dans le détroit d'Ormuz, ouvert puis fermé en moins de 24 heures. Il y a eu les menaces le 7 avril par Donald Trump d'anéantir la civilisation iranienne. Il y a l'idée que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens et notamment depuis le 28 février dernier. Mais qu'est-ce qui se joue aux États-Unis? Deux invités pour en parler. C'est Gilles Gressani, Amy Green, bonjour. Bonjour. Et bienvenue Gilles Gressani, vous êtes directeur de la passionnante revue Le Grand Continent. Amy Green, vous êtes politologue, enseignante à Sciences Po Paris et auteur de L'Amérique face à ses fractures, paru aux éditions Taillandier. Et j'aimerais justement qu'on parte de cette fracture et de cette fracture peut-être même dans la présidence de Donald Trump. Il arrive bientôt à mi-mandat. Est-ce qu'on est face à un tournant? Ce qui est très étonnant, c'est que on a l'impression que l'art du deal, c'est fini. Celui qui se qualifiait de peace president, le président de la paix, c'est fini maintenant qu'il est entré en guerre et qu'il a lancé un blocus naval au large de l'Iran. Est-ce que vous avez ce sentiment-là qu'on est en train d'assister à la bascule de la présidence Trump, Amy Green? On assiste à un fatigue généralisé de la présidence Trump. Fatigue déjà. Un fatigue générale. Mais c'est vrai que c'était un rythme assez frénétique depuis le 20 janvier 2025. On a toujours dans l'électorat américain une partie des électeurs MAGA qui représentent 25 à 30% du vote républicain. Il y a d'autres républicains plus traditionnels, conservateurs, qui donnent soutien quand même à Donald Trump globalement dans les intentions de vote. Mais j'ai envie de dire que quand on regarde le taux d'impopularité de Donald Trump, on voit que c'est pas un phénomène isolé uniquement aux démocrates et aux indépendants. Il commence à avoir un fatigue de la part des républicains qui voient que des promesses de campagne de ce président sur l'économie, sur l'immigration, mais peut-être encore plus sur l'économie, le coût de la vie, ne sont pas tenues. Les conditions de vie s'aggravent et on va en parler. Le prix du gallon de de ces quelques litres d'essence et qui concerne particulièrement les Américains compte énormément. Est-ce qu'on est à un moment de bascule, Gilles Gressani, dans la présidence Trump? On est dans un moment qui effectivement est assez délicat pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que au fond, je trouve qu'il y a deux choses. Il y a Trump, il est en train Pour le dire vite, on comprend rien. Hein. Mais en fait, c'est ça. Si vous voulez, je le dis en souriant, mais vous travaillez et vous lisez aussi ce qu'écrivent à la fois ses soutiens, ses supporters, ses adversaires, et c'est d'où l'importance de votre expertise. Mais si vous voulez, en fait, on comprend rien parce que Donald Trump a dissocié le discours de l'argument, la parole de la raison. En fait, nous, on est quand même Expliquez-nous ça. Toujours dans un cadre. Si vous voulez, on est quand même toujours ancré dans cette idée que la parole, le logos, est aussi une manière dans laquelle on déploie un raisonnement, on explique ce qu'on veut faire, on a une intentionnalité rationnelle. Et en fait, Trump a vraiment séparé ces deux choses. Ces prises de parole, ces mots, ne sont pas forcément en lien avec une construction d'un argument, ils sont par contre en lien avec la construction d'une séquence spectaculaire. Et donc en fait, c'est là qu'il se joue quelque chose, à mon avis, de décisif, c'est que si on regarde depuis 3 mois, Donald Trump, sa politique, son aventurisme géopolitique ne produit pas des résultats qui sont positifs, il n'obtient pas de victoire. Le président de la paix n'obtient pas de victoire. Par contre, d'un point de vue du spectacle, en fait, est-ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire de l'humanité une personne qui a été vue et regardée par
plus de personnes et qui a suscité autant d'engouement, autant d'intérêt. Et ça, c'est une partie qui est absolument essentielle pour comprendre Donald Trump. Ça peut pas être totalement bizarre de faire ça, mais en fait, c'est déjà son identité. C'est d'abord un homme de spectacle qui arrive à la politique par son sens extraordinaire, son talent extraordinaire de la construction de séquences. Oui. Et si vous regardez, en fait... Des séquences où le monde entier attend la décision d'un personnage. Mais si vous voulez, en fait, c'est comme ça que je pense qu'on comprend ce qui s'est passé avec ce moment absolument terrible dans lequel il menace l'Iran d'un anéantissement civilisationnel. En fait, c'est vraiment la grammaire, c'est totalement tragique de dire ça, mais c'est la grammaire du reality show. C'est The Apprentice in White House. Sauf que plutôt que savoir si le soir sera Louana qui sera éliminée, là c'est l'Iran. Est-ce que l'Iran va être éliminé? Oui. Et donc ça produit le même. Le lendemain, il y a un cessez-le-feu. Et si vous voulez, l'engouement est général. Tout l'ensemble des médias et de l'attention publique mondiale regarde ce qui va être la décision de cet homme à la Maison Blanche. Et ça, c'est sa stratégie pour pour transformer la politique ou le pouvoir aux États-Unis. Le point de vue américain, Amy Green, c'est assez intéressant de voir que cette question qui se joue au Moyen-Orient sous nos yeux, avec le détroit d'Ormuz, dont tout le monde sait aujourd'hui où il est à travers le globe, finalement, il répond à deux discours très différents selon qu'on le regarde, selon qu'on l'écoute depuis les États-Unis ou ailleurs. C'est-à-dire que c'est une guerre qui est largement impopulaire aux États-Unis, mais le discours officiel des Américains, c'est de dire qu'ils veulent éliminer le programme nucléaire iranien dans la région. Ils veulent apporter la paix dans la région et garantir la sécurité d'Israël. Aux États-Unis, c'est tout autre chose. C'est le prix de l'énergie qui compte. Oui, c'est le ressenti dans le portefeuille qui est déjà très tendu dans le foyer ordinaire aux États-Unis. Donc effectivement, mais la Maison-Blanche tient les deux discours simultanément. Oui, mais en fait, la Maison-Blanche tient des discours multiples depuis le début de l'affaire. C'est-à-dire qu'en amont de l'intervention américaine en Iran, il n'y avait pas du tout de justification d'argumentaire présenté au peuple américain, ni au Congrès. On passe du Congrès parce que c'est pas la première fois qu'un président des États-Unis agit unilatéralement ou par sa propre décision sans passer par le Congrès. Mais normalement, le président des États-Unis doit plaider sa cause auprès du peuple américain. Et donc, le discours vis-à-vis des Américains, c'était à la fois la question de la paix intergénérationnelle, regime change. Il y avait beaucoup d'éléments différents. Donc, finalement, il n'y avait pas de récit clair, cohérent et unifiant autour de cette intervention. Donc, ce n'est pas surprenant aujourd'hui que le discours politique aux États-Unis soit un sujet vraiment mobilisateur autour du prix du pétrole qui intéresse les foyers ordinaires. Mais en même temps, ça n'a pas de sens par rapport à ce qu'ils tiennent comme propos à l'international. Justement, Gilles Gressani, ces propos à l'international, ça prend souvent la forme d'ultimatum. C'est presque plus l'art du deal, mais l'art de l'ultimatum qui se répète un peu dans tous les domaines, qui peut être reporté de multiples fois. Ça marche, mais y compris ça convainc par exemple la presse française. On regarde Le Figaro, Hormuz, la diplomatie musclée de Trump rouvre le détroit. Donc ça date d'hier, ça. Finalement, il a été refermé depuis. Mais est-ce qu'au fond, à force de crier au loup de cette façon de dire si vous ne faites pas ça à telle date, alors je vais frapper, alors je vais partir, alors je vais rompre une alliance, est-ce qu'au fond, ça ne perd pas un peu de son efficacité quand même ? Oui, c'est très évident. En fait, là, il y a effectivement quelque chose qui ressemble à la fois à une hyperpuissance américaine, une capacité de ciblage, une capacité d'attaque, une volonté aussi politique de déployer une puissance, asymétrique, militaire et technologique absolument faramineuse. Et en même temps, on le voit bien avec une difficulté aussi à obtenir des effets stratégiques qui soient pertinents. Donc, moi, je parle de hyper-impuissance pour essayer de capturer cette contradiction dans laquelle se trouvent aujourd'hui les États-Unis. Et je pense qu'ils se trouvent dans cette position-là parce que, avant tout, Donald Trump est le symptôme d'une contradiction très profonde. C'est une crise politique qui ne trouve pas de solution dans le cadre institutionnel tel qu'il est. C'est un symptôme. Et par la suite, du coup, elle est projetée à l'extérieur. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Au fond, il y a quelque chose qui est vraiment marquant et qui est vraiment quelque chose qui change entre avant l'opération militaire en Iran qui devient une guerre et après. Oui. C'est que Donald Trump, au fond, ne fait pas la guerre comme un démocrate. Enfin, comme quelqu'un qui est le chef d'un État en démocratie. Au fond, le fait de court-circuiter le Congrès est relativement normal. Le fait de court-circuiter le droit international est totalement normal pour un président américain. C'est beaucoup plus rare, c'est voire unique
en fait, qu'on décide d'une opération de cette ampleur sans consulter, sans construire auprès de l'opinion publique, sans plaider les causes de la guerre. Oui, parce que la différence avec 2003, c'est qu'il y avait le soutien de l'opinion publique, pas de la communauté internationale, mais il y avait l'aventure irakienne qui était construite dans les têtes depuis extrêmement longtemps. Donald Trump est en train de perdre, peut-être de façon irréversible, l'opinion états-unienne. C'est le mot de l'historien Renaud Lassus dans une analyse publiée sur le site du Grand Continent. Cette rupture, comment est-ce qu'elle se manifeste? Selon un sondage récent sur l'approbation de Donald Trump, elle est tombée à 33%. C'est une chute qui n'arrête pas de se poursuivre. Cette dégradation, elle vous semble irréversible? Comment est-ce qu'il peut reprendre la main, Amy Green? Je ne suis pas certaine que Donald Trump puisse reprendre la main, tout simplement parce que c'est un personnage politique qu'on connaît dans l'écosystème médiatique américain depuis 40 ans maintenant, même un peu plus. C'est quelqu'un sur lequel tout le monde a son avis. Ses soutiens politiques ont voté pour Donald Trump, parfois en 2024, des démocrates qui ont fait défection du camp démocrate, parce que, en effet, il n'y avait pas de réponse politique ailleurs. C'est-à-dire que c'était vraiment l'argumentaire qui était de dire on va tout casser parce que ce que vous avez choisi auparavant n'a pas marché. Et donc finalement, la promesse de Trump de rupture, de produire des résultats par une méthode complètement inhabituelle, une méthode un peu brutale, ne paie pas. Et donc finalement, on a une Amérique qui a déjà fait son opinion sur Donald Trump, et cette opinion qui tenait aussi beaucoup sur le soutien de ses électeurs qui étaient frustrés par l'incapacité du système ancien à produire des résultats, voit qu'aujourd'hui Donald Trump, derrière le discours un peu agressif, derrière les actes spectaculaires dans tous les sens, effectivement, n'obtient pas les résultats. Encore une fois, et j'insiste, dans le foyer, et c'est ça qui les intéresse, c'est sa condition dans le foyer. Mais c'est ça, Gilles Gressani, parce que effectivement, l'approbation chez le grand public, elle a chuté à 33%, mais il y a aussi des pertes de soutien chez les alliés traditionnels, chez Tucker Carlson, le journaliste, chez l'influenceur Joe Rogan, chez l'ancienne députée Marjorie Taylor Greene, parce qu'en fait, les promesses d'origine, alors la lutte contre l'immigration illégale peut-être, mais les autres promesses n'ont pas été tenues, ni la fin de l'inflation, ni le refus des guerres à l'extérieur. C'était les promesses de campagne. Oui, tout à fait. Pouvoir d'achat et fin de guerre à l'extérieur. Et en fait, en réalité, tout ça revient à la même matrice. C'est que le premier mandat de Donald Trump, c'était un Donald Trump qui était le héros de l'insurrection populiste. Et c'était l'antisystème. Il avait réussi, et c'était très impressionnant d'ailleurs, parce que c'était quand même une figure médiatique du système, etc., qui avait réussi à se transformer, à devenir vraiment le personnage de ce récit. Et en fait, ce qui change avec le deuxième mandat, c'est qu'il n'est plus dans ce cadre-là, n'est plus dans cette matrice. On est dans d'autres choses. Et donc, effectivement... Mais qu'est-ce qui change? Ça se voit très clairement. Il rase une partie de la Maison-Blanche pour construire une salle de bal gigantesque. Aujourd'hui, il projette de construire un arc de triomphe. La veille dans laquelle se décide l'opération militaire en Iran, il est à Mar-a-Lago, il fait une fête avec des milliardaires. Le 28 février. Donc là-dessus, on est vraiment dans quelque chose qui est différent, c'est qu'il gouverne aujourd'hui comme s'il était à la tête, il est d'ailleurs à la tête d'une espèce de grande entreprise qui a pris le contrôle d'un asset fondamental, ça s'appelle les États-Unis, et avec laquelle on peut faire beaucoup de choses, notamment beaucoup d'argent, notamment beaucoup de spectacles, mais justement, du coup, il ne gouverne plus comme un chef démocrate. Et c'est là que, si vous voulez, au sein du premier cercle de Donald Trump, on pense ça, on dit Donald Trump déploie une énergie spectaculaire extraordinaire. Cette énergie nous permettra d'accomplir un changement de régime, non pas à Téhéran, non pas à Caracas, mais à Washington. Et ce changement de régime est un cours, et on voit bien qu'en fait, l'opinion publique américaine, face à ça, elle résiste. On s'adresse à l'opinion américaine aussi à travers la religion, et on sait que la dimension religieuse est extrêmement importante. Elle l'a été pendant sa campagne, elle l'est aussi depuis sa présidence. C'était très frappant de voir que Donald Trump disait que le pape Léon XIV était faible, nul en politique étrangère, qu'il avait publié une image de lui, Donald Trump, générée par l'IA dans laquelle il était représenté en Christ, aussitôt retiré, vivement critiqué par de très nombreux soutiens de la première heure de Donald Trump. Mardi prochain, il doit participer à une lecture de la Bible devant des milliers de personnes pour une opération intitulée « L'Amérique lit la Bible ». À quoi est-ce que peut servir ce genre d'opération? Il faut se réconcilier là aussi avec la base catholique, évangéliste, religieuse qu'il avait soutenue?
c'est une base électorale très importante pour Donald Trump. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans cette base d'évangélistes, c'est que l'identité religieuse se confond de plus en plus depuis une quarantaine d'années avec l'identité politique, pour que vraiment le domicile politique naturel des évangéliques aux États-Unis soit le Parti républicain. Donc en effet, Donald Trump, il compte beaucoup sur ce soutien-là. C'est vrai que les sorties contre le pape auraient pu surprendre, même dans un pays qui est en train de séculariser, mais en même temps, il faut savoir que la base républicaine de Trump n'est pas aussi impactée par la sécularisation. Et en effet, il s'est positionné dans une sorte de confrontation entre une puissance morale, spirituelle, intemporelle, ce qu'incarne le pape, versus son pouvoir temporel à lui. Mais il se tire une balle dans le pied, là, non ? Ça participe effectivement à cette mythologie de Donald Trump d'incarner quelque chose d'extraordinaire, de messianique. C'est pas la première fois qu'il évoque une imaginaire religieux. Vous vous rappelez après la tentative d'assassinat de Donald Trump, les images qu'il a tweetées. Et donc en effet, il s'entoure de cette imagerie religieuse pour renforcer le mythe de Donald Trump comme tout puissant, comme quelqu'un qui en effet est omnipotent, plus grande et grandiose qu'un homme mortel. Qu'est-ce qui change justement dans la rhétorique messianique, Gilles Gressani, puisque vous l'avez analysé? Là aussi, on a l'impression d'être à un tournant dans son discours présidentiel. Il y a un changement de taille, c'est que le messianisme fait partie de la composante de la construction de l'identité américaine. La destinée manifeste, on peut remonter au père fondateur des États-Unis. Et on le retrouve à décliner par Reagan. On le trouve mais c'est toujours décliné à la première personne du pluriel. C'est nous. Nous. Alors qu'avec Donald Trump, on passe à la première personne du singulier. Je. Nous ne sommes pas les élus. Nous ne sommes pas la nation qui, contrairement aux autres, va construire un progrès, etc. Je suis l'élu. Je suis loi. Et c'est pour ça qu'évidemment, on finit toujours, quand on essaie de s'accaparer cette ressource très puissante, spectaculaire là aussi, qui est le christianisme, on finit par s'accaparer avec un détenteur légitime d'un fonds souverain qui s'appelle le pape, et qui dit il y a des limites. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a un proverbe qui se dit à Rome depuis plusieurs siècles, on ne sait pas exactement combien, mais plusieurs siècles, qui dit « Qui mangia pape crepa ». Celui qui mange le pape finit par un crevé. Et je pense qu'il est rentré dans cette logique-là. S'attaquer directement au pape aujourd'hui, évidemment, est quelque chose qui, d'un point de vue spectaculaire, le rend le personnage principal pour plus d'1 milliard de personnes, mais en même temps, évidemment, ça le met dans une position où il est très mal à l'aise. Et je trouve que une des choses qui m'a le plus frappé, c'est que la manière dans laquelle il a attaqué le pape, il sonnait creux. En fait, il a une manière toujours de cibler les adversaires qui peut parfois être grotesque, mais qui est toujours très sarcastique, très ironique. Dire que le pape n'est pas très bon dans la lutte contre les crimes, il le fait passer plutôt comme un sénile, un peu incapable d'avoir de prise. Et c'est ce qui se passe. Il n'a pas de prise contre cette personne qui... Allô, c'est service marketing Alter Radio, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est Liwi qui je nous cap aider. Moi, c'est propriétaire en Drahi. M'ta aimé plus moun kon business moi. M'ta aimé joindre plus clients et puis river faire grandir. Félicitations. Ou bien tombé. Service marketing Alter Radio gagne un plan spécial publicité pour toute qualité de business. Tant que quincaillerie, matériaux construction, dry cleaning, tant que paola, boutique, pharmacie, autoparts, restaurant tout, mini market, dépôt, petit hôtel, studio de beauté et latrier. Et bien m'a privé sous nous tout de suite. Mais excusez-moi, m'gon qui gon kawash. Est-ce que la besoin petit bagay tout? Service marketing Alter Radio gen formule pour tout business. Pas perdre temps, n'a tant nous. Service marketing Alter Radio a tande ou, n'a pas tant nous, n'a ba ou conseil et puis publicité ou garantie. En dit plus, n'a tout géré belle ou sur réseaux sociaux nous yo. Parlez-moi de ça Alter Radio. C'est ça m'de besoin. Pas petit temps. Relais service marketing Alter Radio dans 28 16 01 01 ak Alter Radio, publicité au garantie. Pour demain ka belle. Oui, fuck demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour nous. Alter Radio.
Émission pour demain Kabel. Passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Hasta ayer solo fui un orgastán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada. La quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a prisa, a toda prisa. La quiero morir. La quiero. Yo la quiero morir. Es que yo la quiero a morir. Ella es la que más quiero yo. Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla, por eso la quiero a morir. Yo por ella me desespero.
La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org, alterradio.org. Massif R6 fait du bruit, les dames en panique. Alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. Après vous, madame, ouais, après vous, madame. De toute façon, moi, je suis toujours là. Ouais, je suis là tous les soirs avec 2-3 fêtards. On refait le monde dans un RS3. Avant de penser à les chiller, vas-y fais rentrer les billets. Fais rentrer les billets, violet, vert, orange, bleu, turquoise. Le jean il est déchiré, une allure un peu givrée. J'envahis ton cœur, tes pensées. Mais là je vois qu'il y a du monde dans le rétro. Il y a du monde dans le rétro. Je vois qu'il y a du monde dans le rétro. Je suis concentré sur autre chose. La ville scintille, au loin, dans la nuit. On arrive, massif RS6 fait du bruit. Les dames en panique, alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. Et après-vous, madame, oui, après-vous, madame. De toute façon, moi, je suis toujours là. Et je suis là tous les soirs avec 2-3 fêtards. On refait le monde dans un RS soir. Ouais, habiba, qu'est-ce Est-ce que t'es une fêtarde? Tu veux que je pose l'étal et sous tes pieds les pétales? Ouais, là c'est sale. Quand il y a tout mes sables, on fait utiliser le marchand de sable et on t'invite à nos tables. Ouais, ça va trop vite, quand les bouteilles se vident, on va rester polis. N'appelez pas la police. Trop vite, quand les bouteilles se vident, on va rester polis. N'appelez pas la police. La ville scintille, au loin, dans la nuit, on arrive, massif RS6 fait du bruit. Les dames en panique, alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. Et après vous, madame, et après vous, madame. De toute façon, moi, je suis toujours là. Et je suis là tous les soirs avec 2-3 fêtards. On refait le monde dans un RS soir. On veut la dolce vita, la dolce vita, la dolce vita, la dolce vita. On veut la dolce vita, la dolce vita, la dolce vita. Je veux la dolce vita. Alter Radio, l'autre idée de la radio. Alter Radio, 106.1 FM. l'autre idée de la radio. Alter Radio.